très honoré d'être ici aujourd'hui et je vais essayer de vous présenter du point de vue d'un universitaire mon point de vue sur les mythes et les réalités du e-learning aujourd'hui. Je voudrais dire, pour commencer, que je pourrais vous parler toute la journée sur tout cet aspect des choses, donc je vais tenter de résumer en une demi-heure mon intervention, en commençant par vous présenter rapidement ce qu'est mon université, qui est une très grosse université, mais vous verrez qu'on a les mêmes problématiques, quelle que soit une université petite ou grande, et aussi que ce soit une entreprise ou une université. Je voudrais m'étendre assez longuement sur l'aspect des mythes du e-learning sur deux points de vue, l'enseignement à distance et sur l'économie qu'on peut réaliser ou ne pas réaliser avec le e-learning. Et enfin, je voudrais parler ensuite des structures nécessaires, comment on produit des cours, et l'environnement logistique, tous points qui ont déjà été abordés, et éventuellement vous faire quelques démonstrations de choses qui peuvent être faites à coût réduit, si j'en ai le temps, mais comme je voudrais un petit peu consacrer de temps pour vous permettre de discuter, je ne suis pas sûr d'aller jusqu'au bout de cet ensemble-là. Permettez-moi de vous présenter d'abord mon université. En fait, nous avons fait une grande erreur dans les années 70 en nous appelant Pierre et Marie Curie. Nous sommes en fait la Sorbonne Science. Le laboratoire qui vient d'être cité, un laboratoire qui va fêter son 200e anniversaire dans 2 ans. Donc nous avons une vieille tradition universitaire à Pierre et Marie Curie, connue aussi sous le nom de Paris 6 ou de Jussieu. C'est la plus grande université scientifique et médicale de France. Nous n'avons pas de composante littéraire ni de droit pour l'instant. C'est la première institution de recherche donc en France, en mathématiques. C'est une très grosse entreprise, 4000 enseignants-chercheurs appartenant à différents groupes, CNRS et universités, 3000 ingénieurs, techniciens et administratifs en support, 30 000 étudiants, 20 000 en sciences et 10 000 en médecine. Quels sont nos challenges? Comme toute entreprise, nous avons nos challenges. Nous avons, comme tout le monde, à introduire la nouvelle technologie éducative. Personne ne peut y échapper pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, nous avons à mettre en place l'enseignement face à face et à distance, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le blended learning, j'y reviendrai dans un moment. Nous avons à mettre des quantités folles de documents sur le web, des milliers de documents pour l'enseignement. Et nous avons aussi, et en fait nous le faisons encore pas très bien ça, être capable de présenter notre offre d'enseignement, ce que nous vendons, comme élément du système d'information. Le deuxième gros challenge que nous avons, c'est ce qu'on connaît en France sous le terme de processus de Bologne ou LMD. C'est une réforme fondamentale et nous n'avons pas fait mieux, nous n'avons pas eu de plus grosse réforme dans les 30 dernières années pour l'enseignement, c'est ce qu'on appelle le 3-5-8. Un enseignement modulaire à la carte, la possibilité pour les étudiants de faire leur enseignement localement et à distance en prenant des modules dans d'autres universités. Et ça, c'est un très gros challenge qui est redoutable pour tout le monde, pour nous comme pour les autres. Les étudiants peuvent choisir des modules d'enseignement dans notre université, mais peuvent très bien en acquérir ailleurs. Et réciproquement, nous offrons, nous le pensons, le choix le plus vaste en France, en médecine et en sciences. Donc, nous aussi, nous voulons attirer des étudiants vers l'extérieur pour compléter leur cursus. En dépit du système centralisé français et national, il y a une réelle compétition, avouée et non avouée, entre les universités, et nous devons prendre notre part dans cette compétition. Vous voyez que nous sommes dans une problématique qui est tout à fait équivalente à celle que l'on connaît dans l'entreprise. Et en particulier, nous avons un handicap, c'est que se déplacer à Paris pour venir suivre quelques modules est assez peu envisageable pour les étudiants. Se loger est un cauchemar et beaucoup trop cher. Donc la formation ouverte et à distance, c'est le terme que nous employons souvent maintenant dans les instances officielles en France, est une alternative à laquelle nous devons réfléchir très sérieusement. Mais formation ouverte et à distance, blended learning, appelez-le comme vous voulez, c'est aller bien au-delà de la simple mise en ligne de documents. Il faut fournir aux étudiants un environnement de travail complet, construire une nouvelle relation, un portail donc avec authentification unique, des outils utiles comme des plateformes d'enseignement pour pouvoir travailler, des outils de e-scolarité, d'environnement de travail, de communication. Et, il ne faut pas le cacher, la plus grosse difficulté n'est peut-être pas d'ordre technique, elle est du point de vue organisationnel. Ceci remet nos schémas de pensée de travail complètement en question, et je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, c'est la plus grosse difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une université de recherche. Ça, c'est un handicap, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un handicap et un avantage. Tous nos personnels sont à très haute technologie. Tout chercheur, tout technicien, avec un petit peu, une certaine compétence, a un ordinateur sur son bureau. Au moins 15 000 machines sur le campus. Une dorsale à 1 gigabit distribuée en une multitude de VLAN qui permettent des configurations souples et rapides.
250 laboratoires qui sont chacun des petites ou grandes PME. Mon laboratoire, par exemple, c'est 150 personnes avec une relative indépendance, sauf hélas, sur le plan administratif. Des connexions rapides partout, 1 gigabit pour les plus grands campus, 100 mégabits pour les petits campus que nous avons. Donc un environnement technologique extrêmement favorable, avec des laboratoires bien formés, qui ont le personnel pour gérer leur infrastructure, mais en même temps, le handicap que nous avons, c'est que nous sommes une université de recherche. Et la carrière d'un enseignant-chercheur ne se fait pas sur l'enseignement, elle se fait uniquement sur la recherche. Je participais hier à des commissions de recrutement, 30 minutes d'audition, 5 minutes pour expliquer ce qu'il a fait dans le passé en pédagogie. Le reste, ça ne nous importe plus. Donc, les enseignants ne sont pas engagés actuellement et nous n'avons pas trouvé les moyens encore de libérer ce qu'il faut pour les pousser vers la nouvelle technologie. Et je pense que c'est une des clés du succès que nous n'avons pas obtenu à présent. Nous avons quelques décharges de services, mais beaucoup trop modestes par rapport à l'investissement qui est demandé aux enseignants pour aboutir à quelque chose de bien. Les moyens maintenant organisationnels, une direction des services d'information qui est en train de se mettre en place et qui chapeaute 2 anciens centres, ce qu'on appelait le centre de calcul, le centre qui s'occupe de faire tourner les serveurs, de faire tourner le réseau pour l'enseignement et la recherche, le centre qui s'occupait de faire tourner tous les logiciels d'administration, le centre qui s'occupait aussi de faire tourner le portail de l'université, et puis une deuxième structure qui est une structure plus orientée vers la pédagogie, qui comprend à la fois des services orientés pédagogie, où les étudiants trouvent non seulement des postes, mais des pédagogues qui les aident à employer ces moyens pédagogiques nouveaux. Et puis un service comme le mien qui est un peu hybride entre les deux, un pied du côté des services techniques, un pied du côté de la pédagogie. Donc des frontières imbriquées entre les deux services, comme vous pourrez voir dans la suite de mon exposé. Et voici quelle était la déclaration de notre ancien président, qui est une déclaration politique. Chaque étudiant à la sortie de l'université doit maîtriser les différentes technologies d'information et de communication. Chaque étudiant doit savoir utiliser les TIS dans son apprentissage afin d'être armé pour la formation tout au long de l'année. Je crois que ça, c'est une clé de voûte. Le problème, c'est que, comme tout le monde, nous avons des problèmes d'intendance, problèmes de moyens financiers, problèmes de moyens humains, mais je le répète encore une fois, des problèmes d'organisation, et comme toujours, les problèmes d'organisation, ce sont les hommes, c'est les femmes, c'est donc la partie la plus difficile dans cet ensemble-là. Je vais passer un peu vite sur ce transparent, parce qu'il n'est pas le plus important. Quel est mon rôle? Et c'est un peu à partir de là que je vais vous parler. Je fournis les solutions techniques, je gère les serveurs du point de vue, non pas de leur administration technique, mais de leur utilisation et de leur accès pour les utilisateurs, que ce soit les serveurs vidéo, nous avons une très grosse plateforme vidéo, la plateforme d'enseignement, les accès web, étrangement, ça peut être pour j'offre, c'est moi qui gère la plupart des services web pour l'ensemble des composantes de l'université, et en particulier les composantes d'enseignement. Et évidemment, je les aide à construire leurs documents pour l'enseignement et à construire les cours. Alors maintenant, passons à la partie un petit peu grinçante, je dirais, de mon exposé, les mythes et les réalités du e-learning. Je voudrais d'abord parler un instant, parce que ça me glace les pieds, et ça revient tout le temps, c'est le mythe du modèle américain. Je connais bien les États-Unis, j'y ai travaillé pendant longtemps, au travers de mes responsabilités européennes, j'ai beaucoup de contacts aussi avec Educause aux États-Unis. Il faut voir d'abord les différences qu'il y a avec les États-Unis. Les États-Unis ont une culture de la technologie. Quand il y a un problème, on met en place une solution technologique et on l'essaye. Le financement n'est pas le problème fondamental. Et ce que je vois dans ces congrès où j'assiste régulièrement, on met en place une solution qui va résoudre un certain nombre de problèmes, et 3 ans après, on vous dit, on a résolu 10%, 20%, ça peut varier, des problèmes qui étaient en place. Et donc, il faut faire très attention que quand on va chercher des solutions technologiques aux États-Unis, ça ne veut pas dire que pour l'enseignement en particulier, ça marche. Ensuite, il y a une compétition exacerbée entre les universités. Vous savez comme moi qu'elles ont un modèle d'entreprise, même si elles sont des universités sans profit. Et je peux vous donner comme exemple une petite université dont probablement la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu parler, Drexel University. C'est dans la banlieue de Washington, pas très loin non plus de Philadelphie. Et c'est une université dont on parle tout le temps parce qu'elle est en pointe sur les nouvelles possibilités technologiques. C'est la première université aux États-Unis qui a généralisé le Wi-Fi sur son campus. Mais quand on s'adressait au directeur des services d'information, qu'est-ce qu'il y a comme projet pédagogique derrière? Il disait, j'en sais rien, peu m'importe, c'est pas mon but. Son but, c'était de mettre en place des solutions technologiques pour qu'on parle d'eux. Et ça, faites très attention à ça. De façon générale, aux États-Unis, vous aurez, à cause de ce modèle de compétition pour attirer les meilleurs étudiants, cette problématique, on met des technologies en place pour ça. Ensuite, je ne vous parle pas des moyens financiers qui sont énormes. Et enfin, une structure de population étudiante qui peut-être est votre cas, mais qui n'est pas la mienne,
tout à fait différente, c'est qu'en fait, il y a très peu d'étudiants en formation initiale. On vient pour un temps très court aux universités, et compte tenu des droits d'inscription, on repart travailler, et puis on se reprend quelques années d'études, et on fait des alternatives, ou même on essaie d'avoir un travail, et en même temps on étudie. Ce qui est très différent de ce que je connais en France, je connais mal ce qui se passe pour vous, où on a des étudiants qui peuvent travailler à temps partiel, mais néanmoins ils restent dans l'esprit de la formation initiale. On a guère plus de 30% d'étudiants qui reviennent à l'université avec un projet après avoir déjà travaillé quelques années dans l'université. Donc, pour plagier quelque chose qui est bon pour l'Amérique n'est pas forcément bon pour l'Europe. Je voudrais vous montrer ceci qui est tiré des études du Gartner. C'est le cycle des technologies. Alors, ils ont mis deux courbes un petit peu différentes pour les technologies de façon générale, l'autre pour l'enseignement supérieur. Moi, j'ai des doutes, mais il est le suivant. Vous avez d'abord, à gauche, une nouvelle technologie qui apparaît. Et puis, cette technologie se met en place. Et à un moment donné, on a le pic des espoirs fous. Et on peut citer toutes sortes de technologies. J'en citerai une actuellement, le podcast, et en particulier le vidéo-podcast. J'ai vu il y a quelques mois à une conférence, un de mes collègues qui est arrivé brillamment avec un iPod, j'ai oublié le mien aujourd'hui, excusez-moi, en disant « J'ai un cours de médecine sur cet iPod ». Vous voyez un peu une planche d'autonomie sur l'écran d'un iPod. Vous avez ensuite la descente rapide avec la chute vers le puits des désillusions. Le Web 2, ou ce qu'on appelle le Web 2, est en train de se passer la figure et de tomber un petit peu là-dedans en ce moment. Et puis ensuite, ça remonte progressivement pour venir au plateau de productivité. Ça, c'est le cycle des technologies. Donc, méfiez-vous en ça. Et évidemment, suivant les technologies et les modes, on parcourt ce pic plus ou moins rapidement. Vous voyez dans les documents du Gartner, toutes sortes de technologies qui se placent chaque année. Ça, il le cite souvent. Donc, ça, c'était, je dirais, le préalable et le point le plus important. Maintenant, l'enseignement à distance. Substituer la présence au cours par leur disponibilité sur le web. Ça a été un grand rêve. Il y a eu pendant des années aux États-Unis des initiatives dont on n'arrêtait pas de parler, en particulier l'initiative des 4 gouverneurs de l'Ouest, dans les grands États de l'Ouest, coincés avant les Rocheuses, dans ce coin-là. Ça a été un four complet, ça n'a jamais abouti. L'enseignement à distance, on peut le dire aujourd'hui, purement à distance, ça ne marche pas. Ce qui marche maintenant, c'est l'enseignement en partie en présentiel. Deuxièmement, on ne peut pas découpler l'enseignement et les technologies du modèle culturel. Aux États-Unis, les étudiants ont l'habitude, dans les universités, de voir les éléments de cours, le professeur l'annonce à l'avance, et ils viennent ensuite pendant le cours pour discuter de ces éléments. En France, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas trop comment c'est en Belgique, je pense que ça se rapproche plus du modèle français que du modèle américain. L'étudiant arrive, il écoute le cours, ensuite, éventuellement, plus tard, il va le revoir. Et en fait, plutôt dans les 15 jours qui précèdent l'examen. Donc, vous voyez que dans ce cadre-là, on n'a pas du tout la même approche des technologies, on ne peut pas les utiliser de la même façon. Alors, la formation professionnelle, on a des gens qui sont quand même plus motivés, puis qui ont vraiment une carotte qui est par derrière, se rapprochent peut-être un peu plus du modèle américain. Mais encore, moi je pense personnellement que quand il s'agit d'introduire les concepts, des idées générales de base, c'est difficile. Si vous voulez apprendre comment utiliser un appareil, par exemple, une technologie précise, alors oui, là peut-être on peut faire les choses à distance. Enfin, de façon générale, je pense qu'il en est fini en ce qui concerne l'enseignement purement à distance. On parle maintenant de blended learning, d'enseignement mixte. Et nous en avons une expérience assez récente. Nous avons une grosse problématique avec le numerus clausus des études de médecine. C'est qu'en première année de médecine, tout le monde a le droit de suivre des études, et ensuite il y a un concours extrêmement sévère. Cette année, nous avons 2134 étudiants, très exactement. On va en garder 400 à 500 à l'issue du concours. Et chaque fois qu'on nous augmente d'ailleurs le numerus clausus de 10 places pour l'université, c'est 100 étudiants de plus qui débarquent. Et nous n'avons ni les amphis ni les professeurs. De plus, de par la loi, tous ces étudiants doivent avoir le même cours. Le résultat, vous avez le même professeur qui fait 2 fois le cours, une fois le matin, une fois l'après-midi. Il est dans un amphithéâtre, et vous avez à côté une série d'amphithéâtres dans lesquels on projette la vision de la salle et de l'écran de l'ordinateur du professeur. Et un système extrêmement complexe avec des vigiles à l'entrée de l'amphithéâtre présentiel fait une rotation, de toute façon, ce ne sera pas toujours le même qui sont en face du professeur. Nous avons mis en place, depuis le début de cette année, un système de vidéoconférence qui permet aux étudiants de regarder ça sur le web depuis leur domicile. Et on a démarré quand même assez rapidement, et actuellement, les amphis non présentiels sont vides. Là, donc, dans ce cadre-là, ça marche. Et j'ai mené une longue enquête auprès des étudiants que je n'ai pas le temps de vous présenter, mais qui sera prochainement sur le site web de mon service, où il apparaît très nettement, quand on leur pose la question, quand utilisez-vous les cours à distance, la réponse est simple. Les jours où je n'ai que le cours, je n'ai pas de petit TP ou de petit TD, donc je ne vais pas venir uniquement pour le cours à l'université. Ça, c'est un point. Et puis la deuxième chose, pour revoir beaucoup plus le cours que pour autre chose,
Ensuite, ils s'affranchissent de la dimension temps. On pensait qu'on aurait massivement l'étudiant à l'heure précise où commence le cours. En réalité, ça s'étale toute la journée de 7 h du matin jusqu'à minuit et au-delà, 7 jours par semaine. Les serveurs tournent avec entre 100 et 250 étudiants en permanence, 7 jours par semaine dans les conditions que je vais vous dire, avec un pic à l'heure du cours, mais pas un pic excessif. Et ensuite, deuxième point en réalité, tous les cours ne passent pas aussi bien avec les dégradations. Quand on a de mauvaises diapos, eh ben, on ne regarde pas le cours à distance. Donc la solution, faites bien attention, n'est pas uniquement à distance. Maintenant, le deuxième mythe qui a longtemps couru, et en particulier auprès de nos dirigeants en France, c'était le mythe de l'économie. Les nouvelles technologies ne sont pas un moyen de faire des économies, c'est un moyen au contraire de dépenser plus. Parce qu'il y a un investissement considérable. On a parlé de l'infrastructure des réseaux et des serveurs nécessaires, j'ai mis un amortissement sur 5 ans, mais c'est plutôt sur 3 ou 4 ans qu'il faut le compter. Le personnel qu'il faut mettre en place, un personnel qui est rare, que nous avons d'ailleurs beaucoup de mal à recruter vu les niveaux salaires que nous avons dans les universités, parce qu'il est hautement qualifié. Un travail considérable pour développer des cours qui soient adaptés à l'enseignement à distance et sur le web. Donc il faut pour ça, quand on commence à investir dans un nouveau cours, il faut faire bien attention à ce que le cours soit rentable pour l'institution. C'est-à-dire, quel est le nombre d'étudiants qui vont y assister? Combien d'années va-t-on pouvoir utiliser le cours? J'étais en discussion avec un enseignant qui est venu me voir hier. Il a fait un énorme effort, des dizaines d'heures, qu'est-ce que je dis, des centaines d'heures de travail pour un cours de physique numérique sur Internet. Il voudrait maintenant qu'on fasse un effort d'investissement supplémentaire pour le finaliser et le mettre là-dessus. Mais il est incapable de nous dire, en dehors de sa population de 50 étudiants, quels vont être les étudiants qui vont vraiment l'utiliser. La réponse est, mais tous les étudiants qui sont à un certain niveau en physique ont besoin de ce cours. Mais il faut faire attention, entre eux, ont besoin et vont employer, il y a un monde. Donc il faut faire très attention au retour sur un investissement. Et je peux vous dire que dans l'université, ça c'est une dimension qu'il est extrêmement délicat de faire passer auprès des enseignants. Et là on rencontre beaucoup de difficultés. La mise au point d'un cours est longue et nécessite beaucoup de compétences et des composantes croisées. C'est un peu comme le cinéma, vous avez besoin d'équipes complètes si vous voulez arriver à quelque chose. Et j'avais une partie, mais je n'aurai pas le temps de vous la présenter dans la demi-heure, là, qui est ici, où je voulais montrer comment on pouvait faire des choses déjà pas mal, moyennant un peu de logiciel sur sa machine, et qui était plus économique que les solutions difficiles. Enfin, une des problématiques que nous commençons à rencontrer, c'est le report sur les étudiants d'un certain nombre de frais supplémentaires. Le doyen de la faculté de médecine vient d'annoncer aux étudiants que, étant donné que tous les cours se trouvent dans le portail de l'université, auquel ils ont accès, intégralement, les polycopiés sont supprimés. Les librairies autour de la faculté vont vendre pour un prix modique d'une dizaine d'euros l'ensemble des polycopiés de l'année, mais ils ne sont plus distribués gratuitement pour l'université. Je peux vous dire que ça commence à grincer fort auprès des étudiants, un certain nombre d'étudiants. Là, il y a vraiment toutes sortes de problèmes extrêmement délicats dans cette évolution de l'université. Bien, dans les 10 minutes qui me restent, puisque c'est à peu près ça, je vais maintenant vous parler rapidement de la production de cours et des schémas là-dedans. Donc, j'ai déjà dit que la mise en place a un coût. Alors, il y a différentes façons de compter, effectivement, en fonction de la façon dont vous budgétisez les choses. Moi, il me vaut très difficile de recruter un personnel temporaire dans les structures administratives de l'université. Donc, je dois travailler essentiellement avec un personnel permanent. Donc, on arrive de cette façon-là à avoir un personnel qui, par moment, fait autre chose que ce qu'il devrait théoriquement faire, parce que c'est une façon de faire passer de la ligne personnelle à la ligne investissement ou à la ligne fonctionnement des moyens que nous n'avons pas. Il faut faire donc très attention. Et en particulier, c'est un autre propos, c'est une des problématiques de l'open source, qui est économique sur la ligne investissement et fonctionnement, mais extrêmement consommatrice de ressources sur la ligne personnelle. Donc il faut faire attention, estimer le coût et la rentabilité qui sont un préalable indispensable. Et je pense que ceci n'est pas assez souvent fait, en tout cas dans l'université, et ceci pas seulement en France. Voici un peu le cycle de production d'une ressource. Il y a d'abord une demande qui va partir d'un segment ou d'un service. Et à partir de là, il va falloir faire une analyse qui va être faite évidemment avec les... Je vais prendre ma souris. Qui va être faite avec le professeur qui a sa demande. Il va falloir faire appel à des experts, un petit peu les techniciens, mais pas trop à ce stade-là, mais surtout des enseignants qui ont déjà utilisé ces techniques, parce qu'ils vont pouvoir permettre de préciser, de formaliser, je dirais, ce que veut faire l'enseignant. À partir de là, on peut construire un scénario. Quand on a construit le scénario, on va voir un petit peu ce qu'il faut mettre en place pour les moyens. C'est ce que j'appelle la roadmap. Et là, les techniciens vont finir.
Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra préciser le budget. Encore une fois, pour moi, budget ne veut pas dire forcément argent, ça veut dire aussi le personnel qu'on va devoir employer et estimer le temps qu'on va utiliser pour ça. Et c'est seulement à ce moment-là que, avec un comité éditorial plus ou moins rudimentaire suivant les cas, on va pouvoir revenir sur la demande et se dire oui, c'est réalisable, non, ce n'est pas réalisable. Et moi, je vois trop souvent autour de moi des gens qui se lancent dans des projets fous où il manque une de ces composantes et on tombe à l'échec. Je ne voudrais pas en citer, mais vous en connaissez certainement, pas très loin. La Belgique et la France sont quand même très proches. Bon, je passerai sur celui-ci, qui est un détail des précédents, mais j'insiste en particulier sur un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement chers. Les illustrations, c'est quelque chose qui peut être très cher dans un cours. Il y a, indépendamment de ça, je n'irai pas jusque-là, j'avais un point sur les copyrights, qui sont un problème, mais quand un enseignant me demande une animation, il faut à chaque fois que je lui dise, mais vous savez que si vous demandiez l'animation à une entreprise privée, c'est à la seconde que vous devriez la payer. Et je dois le plus souvent réduire fortement là-dessus, parce qu'il n'y a pas plus consommateur que ça, ainsi que les simulations. Donc attention, quand on vient vous trouver pour une ressource, très souvent l'enseignant ne sait pas si ça va demander quelques jours ou plusieurs mois pour réaliser ce qu'il décide. Voici quelques estimations. La mise en place de documents PDF, ça c'est rien, 30 minutes, et pourtant souvent il y a besoin de revoir un petit peu le document. La conversion d'un PowerPoint, eh bien, nous avons beaucoup de PowerPoint qui sont convertis dans un format flash ou équivalent dans l'université. C'est très amusant, ça peut demander 30 minutes, ça peut être quasiment automatique, où il faut carrément reprendre la moitié des figures, parce que PowerPoint est tellement laxiste dans ce qu'on met à l'intérieur, que les logiciels se cassent la figure, et il y a parfois plusieurs jours de travail là-dessus. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce que ça va demander. Et j'ai un technicien qui tourne de petit niveau, qui tourne à peu près en permanence pour faire ce genre de choses. Quant au courant d'hypertexte, là on tombe dans toute la problématique de la scénarisation. La conversion de documents, mettons en Word, qu'on va introduire dans un squelette qui a été préparé en avance en hypertexte, pour nous on va aller entre 10 et 20 pages par semaine, pas plus, parce qu'il y a des illustrations, il y a des équations, il y a des schémas, et ça c'est extrêmement long. Vous voyez qu'on est tombé déjà dans des coûts extrêmement considérables en moyens humains. Des animations flash, c'est pour les animations, j'en ai parlé. Et alors, on a fait un petit peu de vidéo enrichie. J'étais très enthousiaste pour la vidéo enrichie, qui est à la fois diapositive et vidéo. Et bien voici, 21 heures de cours qu'on a fait une fois, 6 mois de montage, un étudiant salarié pour être capable de venir en aide à mes 3 techniciens pour arriver à bout. C'est quand même pas très rentable, et je vous dis tout de suite que j'ai renoncé à la vidéo enrichie. C'est trop cher pour moi, je n'en ai pas les moyens. Alors voilà, j'avais un transparent sur la vidéo enrichie. On passera dessus, parce que c'est pas le plus important. Et maintenant, la vidéo. Eh bien, la vidéo, c'est variable. Le temps nécessaire à l'édition, c'est le facteur fondamental. C'est pas tellement la prise de vue. C'est rapide, à condition qu'on ait un scénario bien préparé. Encore une fois, c'est comme le reste, il faut un scénario à l'avance sur lequel on peut travailler. Et le temps de préparation peut varier en fonction de la disponibilité des enseignants, parce que ce sont eux quand même qui amènent les idées. Il faut savoir qu'un clip de 5 à 10 minutes, c'est mon expérience, c'est 1 semaine de montage. Des simulations, je suis incapable de le dire parce qu'il faut les experts du domaine. Et alors donc mon idée, c'est ce que nous commençons vraiment à faire, ce que nous avons fait en médecine cette année, c'est capter les images en brut, sans montage. Nous avons acquis récemment une régie électronique qui nous permet même d'envoyer à l'avance les en-têtes de films, de mettre des sous-titres, à condition évidemment qu'on les ait à l'avance. On les distribue en vidéo streaming immédiatement, on les met sur le serveur, ils sont immédiatement disponibles par derrière. Et on peut faire la même chose pour le podcast, c'est-à-dire pour l'enregistrement avec la voix. Vous prenez un petit enregistreur et on peut mettre immédiatement ça en ligne, ça c'est pas cher. Et je pense que si on va aller au-delà des choses, ce sont des voies qu'il faut explorer très fortement aujourd'hui, parce qu'on arrive de cette façon-là à faire beaucoup de choses. Les cours que nous avons mis en place, par exemple pour la médecine, pour prendre cet effort, bon, il y a eu pas mal de travail pendant 6 mois pour mon équipe pour mettre en place un système automatisé qui démarre 3 minutes avant le début du cours, 10 minutes après, donc. Mais une fois que ça marche, on a juste quelqu'un qui contrôle pour intervenir de temps en temps sur les incidents, et à la fin de cette année, le résultat, j'ai 400 heures de cours qui sont dans le corps et qui peuvent être utilisés. Ça, c'est économique. Et ça a tourné avec un tout petit peu un technicien qui 2 fois par jour vérifiait que ça fonctionnait bien dans la journée. C'est moins bien que quelque chose complètement scénarisé, mais c'est à notre portée, et c'est quand même très utile. Et puis maintenant, nous arrivons, et c'est là qu'il faudrait plus de temps, je vais passer là-dessus, j'espérais avoir un peu de temps pour en parler, sur un certain nombre de moyens qui permettent d'enregistrer un PowerPoint. Il y a une petite entreprise française qui est basée à Lille, pas loin d'ici, qui s'appelle Speechy, qui vend un très bon logiciel pour faire ça. Il y a Camtasia, par exemple, que nous utilisons beaucoup dans notre université, pour être capable d'enregistrer sur un écran. J'aurais pu, par exemple, me brancher un petit micro et m'enregistrer, et ce soir, j'aurais pu mettre sur le web, sur mon serveur ou sur le web, peu importe, ma conférence directement, et ceci sans l'assistance de personne.
Nous développons beaucoup ceci en ce moment, et il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles en démonstration, soit sur le site de mon service, soit sur d'autres sites de l'université. Là encore, il y a un autre problème, je vais y aller très rapidement, qui est très important. Quand on fait un cours, moi j'aime bien travailler au tableau. Parce que être derrière mon pupitre comme je le suis actuellement, c'est pas très pédagogique vis-à-vis de l'étudiant, c'est un peu statique, ça va pour une conférence, ça va pas pour un cours. Et nous avons commencé à utiliser des tableaux interactifs, et là aussi c'est un outil extrêmement utile, je dirais pour l'aspect mise en théâtre du professeur, parce qu'il travaille dans des conditions normales, il ne faut surtout pas perturber le professeur, il ne faut pas changer ses habitudes de travail. Il est bon à ce qu'il fait, il faut qu'il continue de cette façon-là. Et donc, travaillant dans ces conditions-là, si on a un moyen qui peut capter son image, qui peut capter de façon dynamique par derrière, et les logiciels dont je viens de parler le permettent et sont à un prix abordable, on va pouvoir rapidement mettre en place des documents. Donc vous voyez, l'économie, c'est de réduire le temps de production des documents. Je crois que c'est la clé de voûte si on veut produire massivement de l'enseignement aujourd'hui. Bon, je passerai sur les droits d'auteur. Les documents, les aspects logistiques, plateforme d'enseignement, on en a dit un mot tout à l'heure, je n'en dirai pas plus loin. Bon, il y en a une qui est bien connue en Belgique, qui est Doceo Scholarline. Nous utilisons, dans notre université, WebCity Blackboard. Nous l'abandonnons, trop cher. Ça atteint un seuil critique. Ça nous coûte aussi cher qu'avoir un ingénieur en permanence. Donc, on passe à l'open source. Et j'ai choisi une solution qui se développe actuellement, qui s'appelle Sakai. Je peux en parler plus tard à des gens qui s'y intéressent. Et enfin, la deuxième dimension, c'est le portail au sens technique du terme, c'est-à-dire un portail authentifié où l'étudiant est connu par son login et son mot de passe et trouve un profil qui est adapté, où il va trouver ses documents et son environnement de travail. Ce sont les deux composants. Et ce sont deux composantes lourdes à mettre en place, extrêmement onéreuses à acquérir, qui ne sont, à mon avis, à la portée que de grosses universités ou de fédérations, comme vous le faites dans votre hautes écoles, parce que c'est trop cher à maintenir, à développer. Je ne vous parle pas du prix des solutions commerciales. Nous avons choisi pour le portail une solution dont le leader en France est à Valenciennes. Elle s'appelle ESUP en France. En fait, c'est la technologie uPortal aux États-Unis. Voilà. La conclusion, c'est que les TIS, donc c'est en français, c'est les techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement, sont un changement irréversible qui peut rendre l'enseignement plus efficace et plus attractif, qui ne remplace pas l'enseignement présentiel, qui peut permettre d'encourager les échanges et les collaborations, qui est particulièrement bien adapté, je pense, à la formation professionnelle, plutôt en forme mixte. Ça ne remplace pas le travail individuel, ça demande un effort accru aux enseignants, ça ne remplace pas l'effort des étudiants, et ça oblige à des changements de structure profonds, et ça, c'est la plus grosse difficulté, avec en même temps des moyens accrus, il ne faut pas se le cacher. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pellepoint. Je crois que sur le temps qui vous est imparti, vous nous avez fait part de votre expérience à l'Université Pierre et Marie Curie, et vous nous montrez ce qu'il nous attend pour notre association Campus Numérique. S'il y a l'une ou l'autre question parmi les participants, mademoiselle Sarah peut passer parmi vous avec un micro. On ne va pas passer un quart d'heure ni une demi-heure aux questions, mais enfin, vous pouvez éventuellement, s'il y a une question, et si monsieur veut bien répondre. Pendant que nous avons un petit changement technique de portable. Voilà. Alors, je vais peut-être lancer la question. Voilà, monsieur Baudot. Voici. Chapeau, voilà, c'est bon ça. J'aimerais savoir ce que vous avez choisi comme procédure pour mettre en place des ressources à l'intention des étudiants ou des chercheurs, voire même du grand public au sein de votre université par le biais de vos serveurs. Alors, en fait, je suis sur une problématique difficile. Sur une de mes diapositives, je montrais qu'il y avait 300 serveurs sur le campus, beaucoup dans les laboratoires, et très souvent, les enseignants choisissent de mettre leurs ressources dans leur labo. Et moi, je ne peux pas les contre. Donc, nous avons développé une base de données qui s'appelle Savoir en ligne, vous pouvez y accéder, elle s'appelle savoirenligne.upmc.fr, qui pointe sur les ressources, mais qui ne gère pas les ressources directement. Et j'engage les étudiants qui fouinent un peu dans tous les serveurs pour aller les chercher. Nous-mêmes, nous avons développé un serveur sur lequel on met ces ressources et nous sommes en train de restructurer ça parce que nous sommes en train d'acquérir un Content Management System qui va nous permettre de gérer mieux les ressources. Son achat avait été retardé par la mise en place du portail, donc de la solution au portal. Je ne peux pas vous dire la solution technique que nous avons choisie, en tout cas officiellement, parce que la décision administrative n'est pas prise, mais ça sera intégré dans le portail
dans le mois qui vient. Et donc là, on va basculer les serveurs web classiques dans un CMS, donc un Content Management System pour la plupart des cours. Mais nous gardons cette base indépendante parce que je ne peux pas forcer les enseignants à déplacer leurs cours. Autre question? Moi, j'ai envie de vous demander, M. Pellegoin, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez des problèmes d'intendance, vous avez des problèmes financiers, d'autres comme tout le monde. Et vous avez éventuellement, vous l'avez dit aussi, des problèmes concernant les enseignants qui ont des difficultés pour se mettre à ce e-learning. Ma question est, quand vous avez démarré, quel est le pourcentage d'enseignants qui s'est mis tout de suite, ou quelle est l'évolution parmi les enseignants que vous avez à l'université en pourcentage, et combien de temps ça a pris pour, disons, dans votre expérience? Ça dépend de ce qu'on appelle le e-learning. Je dirais que tous les enseignants, l'immense majorité des enseignants ont maintenant des documents ou leurs documents en ligne. Parce que on est des gens qui avons l'habitude d'utiliser des ordinateurs depuis longtemps. Donc là, il n'y a pas le problème. Mon problème d'ailleurs est de recenser l'ensemble de ces documents. J'en recense peut-être à l'heure actuelle un quart, pas plus. Les autres, je ne les connais pas. Donc ça c'est bien fait. Maintenant, quant à utiliser ça dans la pédagogie, moi-même j'ai démarré en 95 et je vous dirais, je suis encore dans une position très inconfortable parce que nos structures d'enseignement n'ont pas changé, en tout cas pour l'enseignement initial. Nous sommes toujours dans la technique, le cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques, et puis l'examen qui doit suivre un certain schéma. Et là-dessus, on n'a pas vraiment révolutionné les choses encore actuellement. Ceux pour lesquels c'est révolutionné, je dirais, c'est et qui utilisent donc la plateforme d'enseignement, je dirais que c'est une minorité, 20 à 30%, pas plus. Merci. Pas d'autres questions? Eh bien, encore merci, M. Pellegoin. Je pense qu'on peut encore applaudir.